Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cet amphithéâtre du MEDEF pour ce débat organisé par la Fondation Ecophilos sur le thème donc de la peur dans l'entreprise. Nous allons commencer cette soirée qui est une soirée de débat. Alors les intervenants en ont parlé, je vais les appeler dans un instant. Et puis bien sûr vous interviendrez souvent dans ces débats puisque c'est une réunion qui se veut particulièrement interactive sur ce thème donc de la peur dans l'entreprise. Personnellement je suis en pleine remise en question sur le sujet. Pardon, l'interactivité ça commence peut-être dans quelques instants monsieur si vous voulez bien. Mais je pense que mon témoignage pourrait être intéressant dès à présent. Enfin, je ne sais pas si... Bah écoutez... On n'a pas pour longtemps. Ah bah très bien, ben voilà, il se déplace, vous voyez, c'est parfait. Très sympathique. Bon, ben, monsieur, merci d'être avec nous. Merci, pardon. Oui. Voilà, non, c'est vrai, il faut être un peu proactif. Hein. Voilà, je voulais d'abord remercier le Cercle Ecophilos de cette invitation et d'avoir le courage d'aborder ce thème de la peur qui est souvent tabou, effectivement, dans nos entreprises. Moi-même, en tant que dirigeant d'une structure de taille moyenne, je me rends compte que j'étais plutôt dans le déni sur ce sujet de la peur. Et il y a peu de temps, Enfin, non, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt ma femme qui, dans un premier temps, m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas tout à fait... je pouvais être concerné par le sujet au sein même de mon organisation. Alors, je pense que ça serait intéressant que je vous raconte ce soir mon témoignage. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Au fait, ça fait combien de temps que t'as pas mangé ou tout simplement joué avec les enfants? François... Loïc? Écoute, on ne va pas remettre ça. Ces dîners familiaux se terminent toujours en drame, de toute façon. Non, bah c'est pas étonnant vu ton humeur. Mon humeur? Qu'est-ce qu'elle a, mon humeur? Mais tu supportes plus rien ni personne. Tu sais, à ce train-là, les enfants finiront par ne plus oser te parler, hein. N'exagère pas, s'il te plaît. Mais je vais te dire, moi, ici, tu nous casses les pieds à la longue. Alors, je ne sais pas ce que tu cherches à prouver, ni qui tu cherches à impressionner, mais... si tu cherches à ramener du boulot ton personnage sur mesure de grand méchant loup, bah profites-en pour faire plaisir aux enfants. Et non, moi ce que je ressens, c'est une grande solitude chez cet homme, une solitude évidemment dans sa vie professionnelle. On sent quand même beaucoup une entreprise ruche dans laquelle chacun travaille un peu dans son alvéole. Et puis, donc dans sa vie personnelle, ça paraît également un peu compliqué. Il est assez seul. Et voilà, donc c'est l'entreprise dans laquelle nous travaillons, sans doute les uns les autres, qui fait face à l'incertitude croissante liée à la mondialisation, une complexité croissante, donc qui génère cette incertitude et l'absence apparemment de projets. Il y a quand même la peur du dirigeant, hein. C'est peut-être le premier thème qu'on pourrait aborder. On voit que ces personnes qui s'expriment, elles ont quand même peur d'être dans un contexte soi-disant où on a la liberté de dire ce qu'on veut, elles ont quand même un peu peur de s'exprimer. Je les sens un peu caustique quand même. C'était frappant dans la scénette que nous avons vue, c'est cette contagion de la peur, hein, finalement, où chacun est en méfiance. Et quand on regarde un petit peu plus profondément l'origine de la peur, c'est une émotion qui monte en nous devant un mal présent ou futur qui paraît difficilement surmontable. Finalement, ce qui va être caractéristique de la résurgence de la peur dans notre passion, dans notre émotionnalité, c'est le mal. C'est-à-dire que l'autre représente un mal pour moi, l'autre représente une adversité, l'autre représente quelqu'un qui me déstabilise, qui me met au défi, qui risque de me détruire. Et finalement, la confiance, c'est juste l'inverse. L'autre représente un bien pour moi. Et dès l'instant où je considère l'autre comme un bien, alors je vais avoir l'espoir, l'audace, l'entreprise, l'initiative de bâtir avec lui quelque chose. Et c'est vrai qu'on pourrait opposer, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu plus subtil la réflexion, mais par rapport à cette ambivalence du bien et du mal, tel que je me le représente dans mon imagination, bien sûr, hein, c'est une appréhension du réel. Boris Cyrulnik disait que finalement nous étions beaucoup plus émus ou mus par nos représentations de la réalité que par la réalité elle-même, l'appréhension de la réalité. C'est cette représentation subjective, imaginaire de la réalité qui fait que l'autre représente un mal et donc une adversité perpétuelle. Et j'ai la peur. Et la confiance, c'est vraiment que l'autre représente un bien, quelqu'un avec qui je peux travailler, bâtir, construire,
Ça a suscité en moi l'audace de l'entreprise, la joie du travail ensemble, la complémentarité. Et c'est vrai que l'espérance rejoint véritablement l'antidote de la peur. Michel Lacroix, vous écrivez donc sur le culte de l'émotion. On a l'impression que l'émotion, elle est présente même médiatiquement dans notre société complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose de la peur? On a l'impression qu'on a le droit d'être ému, on emploie même le terme émotionné, mais on n'a pas le droit d'avoir peur dans le monde de l'entreprise actuellement. Il faut avancer. Je pense que ce n'est pas très bien vu dans une entreprise de parler de la peur. Et il faut certainement, de la part du salarié, du cadre, un certain courage pour aborder le sujet. Et il en faut aussi de la part du patron. Parce que je reviens à la situation que nous avons vue sur scène, entre parenthèses, j'ai trouvé magnifiquement jouée par ces deux acteurs. Et dans cette situation, on a un patron qui amorce quelque chose qui ressemble à une remise en question de soi-même. C'est très frappant, ça. Il est encore dans son rôle de patron qui fait peur, et en même temps, il a pris une certaine distance par rapport à ce rôle, sous l'aiguillon de cette discussion, simplement la veille au soir, avec son épouse, et dès le lendemain, d'une certaine manière, on voit l'effet de cette discussion. Il commence à se remettre en question, et la remise en question, elle consiste, devant son équipe, à aborder le sujet de la peur. Il faut un certain courage pour ça, je pense, de la part d'un patron, de se remettre en question et de sortir de son rôle, de se mettre à découvert. D'ailleurs, on voit bien qu'en se mettant à découvert, il a pris un risque, puisque aussitôt il y a eu la riposte un peu, comme vous avez dit, caustique et insolente de son collaborateur, je ne me rappelle plus le nom. C'est Lemarque, oui. Lemarque, qui lui a dit nous sommes des moutons. Bon, ça n'a pas tardé. Donc il faut un certain courage. Je retiens de ça l'idée que, au fond, la première peur que nous avons peut-être à surmonter, s'agissant du sujet de ce soir, c'est la peur d'avoir à parler du sujet. Et dernier mot, j'ai trouvé que la scénette de ce soir était tout sauf manichéenne. Car quand on parle de la peur dans l'entreprise, souvent le discours qu'on entend, le discours ambiant dans l'opinion, c'est un discours manichéen. Il y a d'un côté les méchants patrons qui usent de la peur comme d'un moyen de pression machiavélique, cynique, et puis de l'autre, des gens qui subissent. Et là, nous avons un patron qui visiblement est de bonne volonté. C'est pour ça que j'ai apprécié cette scénette, parce qu'elle est au-delà de ce manichéisme simpliste. Marie-France Irigoyen, alors après tout ce qui vient d'être dit, quelle est votre position sur ce sujet-là et sur les commentaires que vous pouvez apporter à cette première scénette qui nous a permis d'ouvrir le débat? Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que cet homme commence à douter, et c'est le début du changement. Alors, il a du mal, évidemment. Et puis surtout, les personnes n'osent pas lui dire ce qu'elles ont à dire. Ce qui veut dire que, quand même, il avait quand même installé une pression sur le lieu de travail. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que le changement est venu de la vie privée. C'est-à-dire que sa femme commence à lui faire remarquer qu'il n'est pas disponible pour les enfants, etc. Ce que moi, en tant que thérapeute, je vois beaucoup. C'est-à-dire, je vois beaucoup de dirigeants qui sont très investis professionnellement, surinvestis, qui ont peur quelquefois. Mais la peur, c'est de ne pas y arriver, de pas être à la hauteur, de faire des erreurs, de ne pas bien manager. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont fragilisés. Pour compenser ça, ils en font trop. Alors, ils travaillent énormément, ils se contractent, et le résultat, c'est qu'il y a des répercussions sur la vie privée. Et je vois un certain nombre de personnes comme ça qui commencent à bouger à partir du moment où leur couple est en péril, où la famille est en péril.